Là, c'est bon, on est en direct. C'est incroyable. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons comme invité Piero San Giorgio, survivaliste, écrivain et romancier. Bonsoir Piero, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais bonsoir, c'est avec plaisir. Voilà, donc Piero, on a même Christian Cotten qui a mis un j'aime. Hein. Christian Cotten, c'était un de mes invités. La dernière fois, je ne sais pas si tu connais. Il lutte contre les sectes, etc. et la pédocriminalité. Quelqu'un de très courageux. Ah, il y a du Voilà. travail. Donc, voilà. Bon, Pierrot, on va essayer de te présenter un petit peu. Si j'ai bien compris, avec les recherches que j'ai faites sur toi, etc., pendant 20 ans, tu as été dans l'industrie high-tech, si j'ai bien compris. Du Hein, logiciel. logiciel. Et tu as fait même du conseil stratégique aux entreprises. C'était à peu près la même chose ou c'est quelque chose que tu as fait après? Oui, j'ai fait ça après, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Et à ce qui paraît, selon certains journaux, c'est comme ça que tu as fait fortune. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Enfin, après, Donc, fortune, je suis pas Bill Gates ni Jeff Bezos, mais ouais. on est encore loin de ça. C'est dans le conseil stratégique que tu as réussi, on va dire, à faire du Non, pognon. en fait, d'abord, j'ai travaillé dans des sociétés qui ont eu à leur époque chacune des succès incroyables, des sociétés comme Oracle, et puis plus récemment, enfin, il y a une dizaine d'années, chez Salesforce.com, qui était un des pionniers du cloud. Donc, quand on travaille dans des sociétés qui marchent bien, au-delà du salaire qui est toujours sympathique, il y a aussi toutes les stock options, et quand les actions, elles font des fois 10, fois 20, en tout cas, où elles doublent chaque année, c'est sûr que c'est relativement facile de faire un peu d'argent. Et puis surtout, c'est vrai que j'ai eu ma société de conseil que j'ai ensuite revendue. Et puis ça, évidemment, ça a mis beaucoup d'épinards dans le beurre. Donc c'était bien. Très bien. Ensuite, après, apparemment, tu t'es lancé. Apparemment. Évidemment, tu t'es lancé dans ce qu'on appelle le survivalisme. Mhm. Tu es devenu écrivain et romancier en même temps. Dis-nous à peu près dis-nous ce que c'est que le survivalisme, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas forcément. Tout à fait. Alors l'idée du survivalisme, de, en fait, c'est d'être un adulte et un adulte responsable. Un adulte responsable, il observe le monde, il essaye d'imaginer comment sera l'avenir et donc de s'y préparer au mieux pour ne pas être en fait esclave d'un système, mais bien au contraire d'être le plus libre possible, le plus indépendant possible, Mhm. et donc d'être aussi résilient s'il devait y arriver quelque chose. Alors là, ça se traduit dans la vie de tous les jours. Par exemple, la plupart des gens le sont en partie, puisque nous avons tous des assurances incendie pour notre maison, des assurances accident pour notre voiture. C'est-à-dire qu'on se dit, et s'il devait y avoir un accident, et s'il devait y avoir un incendie, à ce moment-là, nous avons une assurance. Mais ça veut aussi peut-être dire que nous avons une trousse de premier secours dans la voiture en cas d'accident ou pour porter secours à un blessé. Et dans le cas, par exemple, dans le cas d'incendie de votre maison, au plus des assurances, vous pouvez avoir des extincteurs, des détecteurs de fumée ou un sac que vous pouvez prendre avec vous si la maison brûle, afin de vous retrouver avec un peu d'argent, de quoi tenir le coup, évidemment, si vous deviez vous retrouver à la rue. Alors, à des niveaux plus grands, et c'est de ça surtout dont je parle dans mes livres, c'est d'anticiper ce que j'appelle depuis 10 ans l'effondrement économique, c'est-à-dire des situations qui, en tout cas en Occident, mais de manière générale dans le monde, dans la société globalisée d'aujourd'hui, il y a des tendances lourdes, à mon avis très importantes, que j'avais identifiées déjà depuis 2005, qui nous amènent, à mon avis, inévitablement, on pourra en parler dans le détail, vers un effondrement économique que j'avais situé à partir de 2020. Donc voilà, alors est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? En tout cas, Pile poil. euh, Mhm. on commence à sentir là que les choses sont très très difficiles et on imagine l'année prochaine étant catastrophique parce que toutes les commerces et les sociétés et les individus qui ont fait faillite ou qui se retrouvent au chômage cette année, heureusement, on est dans une épidémie qui ne fait pas beaucoup de morts, donc les effets en fait directs sont nuls. En revanche, les effets indirects du confinement et des mesures qui ont été prises, elles sont catastrophiques pour l'économie.
et risque de ne plus être rattrapable. Et donc, elle risque de déclencher des scénarios beaucoup plus pénibles, beaucoup plus lourds, qui sont présents dans les sociétés, surtout en Occident, mais aussi dans les autres pays du monde, et qui vont rendre les prochaines années très, très difficiles, beaucoup plus difficiles que la Grande Dépression des années 30, je pense. Et donc, j'ai prévu un petit peu dans les grandes lignes ces tendances dans mes livres, mais surtout, mes livres donnent des solutions. Ils donnent des solutions par rapport à comment on peut se préparer dans son domicile, dans sa maison, et avec ses amis, avec sa famille, parce que c'est pas vous et moi qui allions changer les grands événements de l'histoire. Malheureusement, ils arrivent malgré nous. Et en revanche, nous pouvons changer comment nous sommes préparés à y répondre et comment nous pouvons réagir. Et c'est pour ça que je crois que mes livres sont très pragmatiques. Et c'est pour ça qu'ils ont eu énormément de succès. Ils sont traduits dans une douzaine de langues, de l'arabe au français, à l'anglais, à l'italien, au russe. Et je pense que ton livre phare, c'est Survivre à l'effondrement économique. C'est celui qui a le plus marché. Hein. Exactement. Ouais. Donc, c'est ce que je conseille aux gens qui nous écoutent. Hein. Il est très intéressant. C'est un livre très intéressant. Et que je vous conseille vivement d'acheter. Je crois qu'il est même dispo sur Amazon, là. C'est ça? Sûrement, oui, oui. Après, j'encourage les gens plutôt à les commander dans les petites librairies pour faire tourner le petit commerce. Mais bien sûr, on le trouve sur toutes les plateformes en ligne et dans beaucoup de langues. Très bien, ok. Toi, tu fais partie de ceux qui ont décrit l'effondrement, non pas comme un événement qui arrive comme ça, c'est-à-dire en 30 secondes, boum, tout tombe, mais plutôt, toi, tu fais partie de ceux qui ont dit l'effondrement sera graduel. Donc, il commencera par un événement. Tu as même parlé d'une possible épidémie hein, qui pourrait tout déclencher. Enfin, réellement, c'est pas forcément tout déclencher. Moi, je pense que, comment on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il va accélérer l'effondrement, qui va le mettre au jour, hein, c'est ça, il sera plus visible, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, j'avais coécrit un livre en 2016 sur les risques d'épidémie et aussi des risques de problèmes nucléaires et chimiques. Mais effectivement, les épidémies dans l'histoire, elles ont souvent provoqué des grands changements dans les sociétés. Mais il est vrai que dans l'histoire, les épidémies, quand elles arrivaient, elles faisaient beaucoup de morts. C'était des pourcentages très importants de la population. C'était du 5, 10, 15, parfois jusqu'à 50% de la population qui mourait lors d'une épidémie. Et donc, c'était des catastrophes inimaginables pour nous. 50% de mortalité, c'est énorme. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des épidémies qui font zéro, je le rappelle, hein, 0,004. Enfin, c'est un millième de la population, hein, c'est ce qui meurt. Donc, et heureusement. Or, on a beaucoup plus de gens qui meurent du cancer du tabac, on a beaucoup plus de gens qui meurent d'accidents cardiovasculaires. On n'arrête pas l'économie pour ça. Donc, c'est très étonnant et bon, chacun se fera ses scénarios, mais en tout cas, c'est un moment clé aujourd'hui où on voit que par malveillance ou par négligence, les mesures qui ont été prises, elles sont en train d'exploser une très très grande partie de l'économie mondiale. Et les conséquences, ensuite, il y a des ramifications qui sont sociales, des tensions ethniques qui se dévoilent, ou religieuses. Il y a évidemment des tensions, le fait qu'il y a déjà beaucoup de chômeurs en temps normal et beaucoup d'improductifs en temps normal dans la plupart des pays occidentaux. Là, tout d'un coup, on explose le nombre, on va le doubler ou le tripler en moins d'une année. Donc, tous les systèmes de soins qui sont déjà déficitaires vont simplement exploser au niveau de la comptabilité. Et les dettes qui sont déjà gigantesques pour la plupart des pays vont augmenter d'autant plus que l'économie rapportera encore moins. Et donc, il y a une crise sans précédent qui est en train de se former, qui est camouflée par le fait que pour l'instant, les marchés boursiers, par exemple, sont tenus à flot par l'injection de liquidités par les banques centrales, par exemple. Et donc, nous avons une situation où il y a une différence qui se sent de plus en plus et qui va se sentir de plus en plus entre une toute petite caste qui profite parce qu'elle tient les manettes du fonctionnement de la machine qui est cassée,
et qui fonctionnera plus de toute façon. Et puis, on a des masses de plus en plus grandes de gens qui, pour plein de raisons, sont énervés, pour plein de raisons, se sentent frustrés. On est dans un monde hétérogène, on n'a plus rien qui nous tient. On n'a ni les religions, la cohérence ethnique dans un pays, ni le sens de la nation, il n'y a plus rien. Et donc, le niveau de violence, à mon avis, risque d'être très élevé. Et on sent qu'aujourd'hui, on essaye de manipuler cette tension pour que en gros, les pauvres s'énervent entre eux et pas qu'ils aillent montrer du doigt, en fait, les gens qui sont en train qui ont créé le problème et qui essayent de jongler avec quelque chose qui est en train de leur exploser à la figure. Donc évidemment, en tant que pardonne-moi, juste avant, je me pose cette question. Je l'avais dit dans une de mes vidéos où je me disais le grand reset, le soi-disant grand reset, est-ce qu'il ne serait pas forcément, justement, parce que j'ai l'impression que c'est ça que tu veux dire, le moyen qu'ont trouvé ces soi-disant puissants, ce que j'appelle personnellement les satanistes, pour sauver leur niche de l'effondrement qui arrive? Ils sont non, je voulais dire, est-ce que ce n'est pas le moyen qu'ils ont trouvé pour sauver leur niche de l'effondrement qui arrive? Voilà, disons les choses. De tout temps, depuis toujours, les puissants ont toujours essayé de garder ou d'augmenter leur pouvoir. Les techniques classiques sont celles de divertir le peuple quand c'est possible, parfois de faire des guerres pour attirer l'attention vers un ennemi extérieur. Quand il n'y a pas d'ennemi, on essaie d'en créer un sous forme d'une minorité qu'on désigne du doigt. Et donc, il y a toujours eu cette tentative de mettre en fait, de garder ce pouvoir par la tension, par la division. Et c'est que très rarement, on a des grands hommes qui sont capables de réunir, de fédérer et surtout de faire un travail constructif pour un pays au lieu de faire n'importe quoi. C'est pour ça que finalement, dans beaucoup de cas, les royaumes marchaient mieux en fait que les démocraties parce que elles permettaient, si le roi était responsable, mais quelque part il voulait laisser un royaume à ses enfants, donc forcément il essayait de faire le mieux. Plutôt que les démocraties qui inévitablement, déjà à l'époque grecque, les grands philosophes grecs le pensaient, eh bien elles sont très vite prises en otage par des démagogues qui promettent monts et merveilles à ceux qui votent. Et plus la démocratie est universelle, plus on a des gens qui sont pas capables de comprendre ou surtout qui n'ont pas d'intérêt. Par exemple, les premières démocraties en Occident, les démocraties britanniques et puis ensuite américaines, en fait, ne donnaient le droit de vote qu'aux propriétaires. Il fallait être propriétaire de terres et de biens significatifs pour pouvoir voter parce qu'on considérait que seuls les gens qui sont propriétaires d'une partie de la richesse du pays, eh bien, ils ont intérêt à faire des lois qui soient équilibrées pour le pays. Alors que si on donne le droit de vote à tout le monde, alors déjà les femmes qui sont très émotionnelles et qui réagissent de manière pas toujours très pragmatique par rapport au futur, et en plus, si on donne le droit de vote à la majorité des gens qui sont pauvres et qui n'ont rien, eh ben, eux, ils vont vouloir voter et donc obtenir des choses gratuitement. Parce qu'ils vont dire, ben, moi, j'ai rien, alors donnez-nous des trucs gratuits. Et il y aura toujours des hommes politiques pour leur dire, oui, mais si vous votez pour moi, je vais aller piquer de l'argent à ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui produisent de la richesse à l'origine. Et donc, la démocratie, elle finit toujours dans de la démagogie jusqu'au jour où on dérive vers un système socialiste, toujours. Et le système socialiste, il ruine le pays jusqu'à un moment où il n'y a plus d'argent, où les gens qui ont de l'argent sont partis. Et donc, comme généralement les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont productifs, qui travaillent, qui créent de la richesse, pas toujours, mais dans la moyenne, c'est ça. Eh bien, une fois qu'on a perdu ces gens-là, le pays s'effondre. Et à ce moment-là, les gens reviennent, ils rachètent tout pas cher et ça recommence. Et le cycle recommence. Plein d'auteurs en parlent plus précisément. Et c'est pas nouveau puisque déjà Platon et Socrate en parlaient il y a presque 2500 ans et ils expliquaient à quel point ça pouvait jamais fonctionner. Donc malheureusement, on est en tant qu'espèce. Qu'est-ce qu'il faut à ton avis pour empêcher qu'une démocratie devienne une plutocratie? Eh bien, historiquement, on n'a jamais réussi. Donc je ne sais pas.
En revanche, ce qu'on peut faire, c'est revenir à la source de la démocratie telle qu'elle était conçue et appliquée par les Grecs à l'origine, ou même par les Suisses et d'autres pays, mais en tout cas, c'est celle du citoyen responsable qui est le pilier de la démocratie. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un homme qui est capable de tenir une famille, donc déjà on exclut le monde féministe. À partir du moment où vous avez un homme qui porte les armes et qui est capable de combattre et défendre le bien commun de lui et de ses concitoyens, si on veut, la cité, puisque la politique, c'est la vie de la gestion de la vie de la cité, et chez les Grecs comme chez les Suisses, pas tout le monde avait un droit de vote. Il fallait être un citoyen libre, donc ne pas avoir de dette, donc savoir se défendre, pour pouvoir avoir son avis et donner son avis par le droit de vote, qui est un droit politique très puissant, puisqu'il donne à ce qui est en fait l'État un pouvoir très important qui est celui de faire la guerre, de déclarer des lois, et ça d'ailleurs je suis contre, le fait de lever des impôts. Pour moi, l'impôt devrait être volontaire, c'est-à-dire que si les gens considèrent que l'État qui a été élu par les citoyens est responsable et il fait des bonnes choses pour la communauté, pour le collectif, à ce moment-là, le type dit bon, je suis prêt à donner volontairement 5 ou 10% de mes revenus pour jamais plus, hein, c'est déjà excessif, 5 ou 10%, pour que l'État puisse faire certaines choses. Les frontières, l'armée, et je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus, le reste, on peut se débrouiller sans lui. En revanche, ça doit être volontaire, parce que l'impôt, c'est du vol. L'État utilise sa grande puissance militaire et financée par le vol de l'argent des gens qui travaillent pour être le mafieux, le criminel le plus puissant du territoire, qui dit ceux qui n'acceptent pas mon racket, je les mets en prison. Et s'ils résistent à l'arrestation, je les tue. L'État a le droit de vous tuer, peine de mort ou pas. Si vous refusez de payer vos impôts, ils vous envoient à la gendarmerie. Et si vous refusez de suivre les gendarmes, ils vont vous abattre. Donc c'est terrible, l'État. Et donc, cet être malfaisant et qui montre depuis déjà longtemps, en tout cas dans les pays occidentaux, il fait que des choses mauvaises pour son peuple. Tout ce qui est bon peut être privatisé. Et quand je dis privatisé, c'est pas obligé que ce soit privatisé à des entreprises. Ça peut être privatisé à des coopératives ou à des collectivités de gens volontaires. Par exemple, dans une ville, je sais pas, admettons une grande ville d'1 million d'habitants, il y a un certain nombre d'hôpitaux. Ces hôpitaux, ils servent les gens malades de la ville. On peut très bien imaginer que ce sont les citoyens de la ville qui, tous les ans, volontairement, payent une partie de leurs revenus, toute petite partie de leurs revenus, pour financer cet hôpital, et qui sera d'ailleurs beaucoup mieux géré à partir du moment où on enlève les bureaucrates et l'administration et les fonctionnaires. À partir du moment où tu vois ce que je veux dire. Et si je te parlais aussi d'un autre type d'impôt confiscatoire, ce que j'appelle personnellement un impôt confiscatoire déguisé, c'est l'existence des milliardaires. Qu'est-ce que tu en dis? Ça dépend. C'est toujours tout dépend de comment le milliardaire s'est créé. Si le modèle économique, ce qui est le cas aujourd'hui, crée autant de différences de richesse, c'est parce que il a probablement on est déjà sur un système système boursier qui est dévoyé, et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la plupart des milliardaires boursiers, c'est-à-dire les Jeff Bezos avec Amazon ou les Bill Gates avec Microsoft et plein d'autres, en fait ils sont milliardaires, et même pour certains plus que ils ont dépassé milliardaires. C'est étonnant, parce que les banques centrales, qui sont des entités absolument non démocratiques par ailleurs, et qui sont des privés, eh bien, ont décidé de créer de l'argent de nulle part, dont, en fait, nous sommes tous garants, malheureusement, pour faire monter les valeurs boursières. Donc, là aussi, ce sont des milliards qui sont créés qui sont pas liés au travail, qui sont pas liés, parce que si quelqu'un, par exemple, invente un médicament qui soigne le cancer de manière définitive et de manière radicale, une nouvelle molécule qui détruit les cellules cancéreuses de manière très rapide, et qu'il le met en vente et qu'il le vend même très cher, et il vend un traitement moins cher que les autres traitements qui existent, mais très efficace, mais quand même qui est très cher. Si cette personne devient milliardaire grâce à ce produit qui est excellent,
y a pas de raison. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas le problème avec le fait que quelqu'un soit très riche ou pas. Là, d'autant que cette personne, et c'est ce qui s'est passé dans le passé, les milliardaires du 19e siècle, en fait, ont tous fini par dépenser leur fortune en œuvres caritatives, soit pour la création d'hôpitaux, d'universités, pour créer des fonds pour des bourses d'études pour des étudiants méritants, parce qu'en fait, ils se rendaient bien compte qu'ils n'allaient pas être enterrés avec leurs milliards. Ils se rendaient bien compte que donner des milliards à leurs enfants, ça allait les pourrir et les rendre improductifs. Et en plus, ils se rendaient compte qu'il y avait une pression sociale à faire le bien autour de soi. Et donc, cet argent était dépensé. Alors aujourd'hui, on voit bien que ce modèle-là, il est un peu biaisé parce que même des gens milliardaires comme Bill Gates, en fait, ils ont des fondations, mais ce sont des fondations pour éviter le fisc. Et parfois, le but de ces fondations, là, c'est pas la création d'orphelinats ou d'hôpitaux. C'est des campagnes de vaccination. Ce sont et quand on les regarde dans le détail, par exemple en Inde, les campagnes de vaccination de Bill Gates, bon, c'est pas mon sujet, mais enfin, c'est un exemple. Elles ont quand même causé la mort de pas mal de monde. Donc, là, on se pose la question de leur volonté réelle, parce qu'il ne faut pas exclure la chose suivante, c'est que chaque culture, elle crée, bien, en fond, une certaine de pression morale sur les gens qui réussissent. Et c'est vrai que dans la culture, par exemple, chrétienne, mais je crois que dans la culture musulmane, c'est pareil, celui qui a beaucoup d'argent, normalement, il doit le redonner en partie sous forme de charité. Et il y a une pression sociale pour que ça se passe. Dans certaines cultures, certainement les cultures ultralibérales ou peut-être dans des religions que je connais mal et qui sont un peu plus occultes, la charité, ça n'existe pas. Au contraire, il faut encore aller plus dans ce pouvoir et détruire et pour certains, voire faire du mal. Alors là, je ne rentre pas dans ce sujet parce que ça nous amènerait sur des plateformes, enfin sur des plates-bandes que je ne connais pas. On parle aujourd'hui beaucoup de trafic de pédophiles chez des gens très riches, des gens puissants. On parle de ces techniques médicales qui utilisent du sang de personnes très jeunes. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Alors mais il y a des choses qui sont un peu étranges. Alors moi, je ne vais pas dans ce domaine-là, je le laisse à des spécialistes. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le moyen de lutter contre ça, bien sûr, c'est de s'informer, bien sûr, c'est de se renseigner, mais en tout cas, en tant qu'individu, en tant que petite famille, en tant que groupe d'amis ou autre, c'est que nous pouvons travailler notre indépendance et notre résilience. Plus nous sommes indépendants et résilients et pas du tout dépendants de ce système, moins le système, il nous tient. Le système, il va tenir les salariés, il va tenir les gens qui sont endettés, qui ont dû s'endetter pour leur maison, etc. Là, ils sont tenus et c'est très dur de sortir de là où tous les chômeurs qui étaient endettés pour leur maison. Comment ils vont faire? Ça va être très dur. Et bien, le système, maintenant, il va en faire ses esclaves. Il va leur dire, maintenant, il va falloir accepter des salaires plus bas, il va falloir accepter moins de prestations sociales et on va transformer une partie de l'Occident en tiers-monde. Et parce que dans le tiers-monde, les puissants, ils ont beaucoup plus de pouvoir que les puissants dans l'Occident, par exemple. Donc, on a ces mécanismes de toute façon très malsains et je crois que plus on est capable d'être indépendant, plus on est capable d'être autonome, moins on se fait avoir par ce genre de système. Qu'est-ce que tu penses du revenu universel, inconditionnel? Là aussi, c'est un exemple de démagogie. Tous les gens qui ont de la difficulté à vivre, ils vont trouver que c'est une très bonne idée de donner 1000, 2000 euros à tout le monde pour qu'ils aient un peu d'oxygène. Alors d'abord, ça existe déjà, ça s'appelle le RSA. Alors certes, c'est faible, mais il permet la survie, on va dire, financière. Mais en même temps, il fait aussi que l'on est dépendant de l'État. Parce que celui qui est dépendant de ce revenu universel, il aura moins tendance à se révolter et au fond, ce sera un esclave. Vous savez, tu sais, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais lorsqu'il y avait l'esclavage, que ce soit à l'époque antique, romaine, grecque, ou même dans le monde arabe, ou même par exemple en Amérique, lorsqu'il y avait l'esclavage. En fait, les gens ne le savent pas, mais les esclaves, ils touchaient un salaire, certes très petit, mais ils touchaient une sorte d'argent de poche pour qu'ils puissent aller s'acheter de temps en temps des trucs, etc. Parce que ça les rendait encore plus dépendants du maître qui finalement lui-même se donnait une bonne conscience en disant, tu vois, je suis un maître bon, je donne de l'argent à mes esclaves. Et les esclaves, ils se disaient entre eux, bah, tu vois, mon maître, il me donne 100 euros par mois,
alors que le tien, il t'en donne que 50. Mais moi, mon maître, il est mieux. Et donc, moi, je peux, avec ces 100 euros par mois, le jour de sortie, le jour où je suis libre, le jour où je ne travaille pas, parce qu'il y avait des jours où il ne travaillait pas, je peux aller au marché où j'ai le droit d'acheter un peu de viande ou une prostituée, je ne sais pas. Et donc ça lui rendait un petit peu plus facile la vie, et donc il avait moins tendance à se révolter. Et les maîtres avaient très bien compris qu'il fallait donner un petit peu pour être certain que les gens soient dociles. Mais sachant pas le fait que c'est des esclaves. D'accord. Bon, ok. Message aux salariés qui nous écoutent. Vous avez droit à vos vacances, vous avez droit, enfin même plus cette année, mais vous avez droit à votre salaire, vous avez droit à vos vacances, mais est-ce que vous êtes libre? Pas forcément. Ouais. Et que penses-tu de l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est un sujet évidemment qui me rappelle mes années dans l'informatique. Alors tout d'abord, on en parle depuis très longtemps, puisque en fait, l'idée même d'un ordinateur, d'un calculateur, comme on les appelait à l'époque, et mon père a lui-même travaillé dans l'informatique depuis les années 60, eh bien, c'est certain que donner des tâches à une machine qui est capable de les automatiser, qui est capable de calculer, qui est capable d'apprendre, euh, eh bien, peut nous amener à nous faciliter la vie sur plein de domaines. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'intelligence artificielle qui sont appliquées même dans notre quotidien. On le voit lorsque nous faisons des recherches Google, que très très vite les publicités qui nous sont projetées sur les réseaux sociaux correspondent aux recherches qu'on a fait récemment. Voire pour ceux qui ont installé des systèmes de reconnaissance vocale qui nous écoutent en permanence, ils sont au courant de discussions que l'on a eues de manière privée, et donc ils nous proposent des objets, des choses, des voyages déjà. Donc il y a déjà des intelligences artificielles assez avancées qui sont en cours. Après, le rêve de certains, c'est d'imaginer des ordinateurs, des machines qui soient tellement capables, tellement avancées, tellement capables finalement de simuler l'intelligence, qu'elles pourraient dépasser l'intelligence humaine. Mais moi, je vois deux gros problèmes à ce point-là. Le premier, c'est que l'être humain n'est pas que l'intelligence humaine, ce n'est pas que un cerveau. C'est un système nerveux, c'est le connexion avec le sens, avec la vue, avec le toucher, avec l'odorat, avec la peau, avec plein de choses. L'être humain n'est pas un animal, est certes un animal très intelligent, mais n'est pas que de l'intelligence. Nous sommes aussi des êtres d'émotion. Nous avons une grande part d'irrationnel. Bon, le livre que j'écris en ce moment est un livre sur la gestion de la peur, qui est très utile à mon avis aujourd'hui dans des situations où les médias nous stressent de plus en plus et pour tout et n'importe quoi. Donc il faut avoir une maîtrise de nos émotions et c'est très difficile. Et donc je suis pas certain qu'on arrive à créer une intelligence artificielle qui ressemble à l'intelligence humaine. Ce serait une intelligence autre. Après, cette intelligence artificielle, elle va aller dans des domaines qui nous sont aujourd'hui encore inconnus, puisque on estime que la puissance de calcul d'un ordinateur va dépasser la puissance du cerveau humain. En rapidité, ça a déjà été dépassé il y a 30 ans. Mais en puissance de calcul, on y est. C'est-à-dire qu'on y est dans les quelques années à venir, puisqu'on a des augmentations de calcul qui sont largement exponentielles. Et en tout cas, on nous annonce qu'en 2030-2035, on a largement dépassé la capacité humaine. Alors ensuite, il faut voir en quoi on utilise, en quoi on applique cette intelligence artificielle. Ce qui risque d'arriver de manière très pragmatique, c'est de déjà avec les robots remplacer les humains dans tous les systèmes de fabrication, donc les usines. Ensuite, relativement rapidement, tous les systèmes de conduite. On y est déjà avec des voitures qui conduisent toutes seules et ce n'est que le début. Donc, je pense que dans une dizaine d'années, ça va aller très très vite. Là, c'est une caricature de notre caricaturiste maison, Z. Il te l'a dédié. Hein. Bah, très bien, merci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a on peut imaginer que très vite, les métiers du tertiaire vont être automatisés. Et c'est vrai que la question qui va se poser,
alors il y a deux questions fondamentales. La première, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas la prochaine évolution? C'est-à-dire que voilà, on a été, je sais pas, singe, ensuite on a été proto-humain, ensuite on a été humain. Bah, la prochaine évolution, c'est qu'on passe dans autre chose. C'est-à-dire qu'on est des créateurs. On a créé une nouvelle vie, une nouvelle forme de vie. Et cette nouvelle forme de vie, bah, elle prend son essor avec ou sans nous. Et puis voilà. Bon, ça, c'est de la science-fiction et on verra bien. L'autre scénario intéressant, c'est celui, bah, à partir du moment où on a tous les métiers du tertiaire et du primaire qui sont, euh, qui sont automatisés, et que ben il y a plus personne qui travaille, qui c'est qui consomme? Et donc, est-ce qu'on va vers une société massive de loisirs à 8, 9, 10 milliards d'habitants? Alors la question c'est avec quelles ressources? Parce que le premier point de départ dans mon livre, dans mon premier livre, c'est celui de dire nous sommes en ce début du XXe siècle dans un moment de crise en fait de ressources. C'est-à-dire que les sources d'énergie et les sources de matières premières, elles sont en train de se tarir très très vite. Et comment on va faire à 8 milliards d'habitants, 9 peut-être, avec des carences de cuivre, d'acier, de fer, d'aluminium et surtout de pétrole. Et une fois que ces énergies elles deviennent très dures à chercher, une fois qu'elles deviennent très chères, alors il se peut à ce moment-là que les élites se disent, alors je vais faire, là pour le coup c'est très complotiste parce que j'ai pas de preuve de ça, mais c'est une hypothèse. Et l'hypothèse serait de dire, mais à partir du moment où tout est fabriqué par des robots et que tout est géré par des intelligences artificielles, les élites qui en plus ont une capacité de repousser un petit peu leur mort de quelques années, de quelques décennies avec la technologie qui est en train d'arriver aujourd'hui, ben, elles vont se dire, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de 9 ou 10 milliards d'habitants? Peut-être qu'on serait très bien à 500 millions ou peut-être 100 millions sur Terre. Et à ce moment-là, ben, il va falloir réduire. Alors ça, c'est l'approche complotiste, mais il y a aussi une autre approche qui est celle de dire que le système craque et qu'au fond, ça tout s'effondre. Et parce qu'en plus, les gens savent pas gérer des complexités telles et, euh, et que bah, avant les intelligences artificielles qui gèrent tout, on va simplement s'effondrer et que le système s'écroule. Alors, Moi, je pense que c'est plus ça. Pourquoi? Parce que, disons, disons que quand on essaie d'analyser un petit peu ces gens-là, de l'élite, etc., on ne peut pas dire que vraiment ce soit des gens vraiment intelligents. Ils sont vicieux, oui, mais intelligents. on peut être vicieux et intelligent, de toute façon, même la personne la plus intelligente du monde, on peut imaginer quelqu'un qui est super intelligent, quelqu'un qui a 200 de QI. Il y en a. Et le problème, c'est qu'il a des exécutants. Et les exécutants, très vite, même s'ils sont très intelligents eux-mêmes, ils tombent sur des exécutants à des échelons inférieurs, qui sont par exemple les présidents d'un pays ou les ministres. Et là, on voit tout de suite que clairement, ils n'ont pas le niveau. Là, on voit tout de suite qu'ils ont des intelligences très médiocres. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, si vous me permettez de prendre l'exemple de la France, mais je pourrais prendre celui de la Suisse, mon pays également, on voit que la plupart des politiciens, ils ont des QI qui tournent autour de 90 à 105. Donc, ils sont largement dans la moyenne du pays, c'est-à-dire c'est très bas. Et donc, on voit qu'au-delà de quelques mots et quelques phrases qu'ils savent dire pour se donner de la prestance et puis bien sûr l'effet de l'autorité que donne la fonction, mais de moins en moins, ils sont pas très intelligents. Moi, ils m'impressionnent pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'ils impressionnent pas beaucoup la population, de moins en moins. Et si on pouvait imaginer un De Gaulle ou même un Mitterrand, des gens, en tout cas, certainement intelligents, aujourd'hui, on voit que le niveau, il a baissé, il a baissé, il a baissé. Enfin, je veux dire, Sarkozy doit tourner à 110 maximum. François Hollande, il est connu pour être un peu plus intelligent, mais bon, après lui, c'est le physique qui le tue. Et puis la méchanceté, il était connu pour être très méchant aussi. Enfin, il est connu. Et aujourd'hui, bon, on voit des gens qui sont à 100, quoi. Et sans parler de certaines, il y en avait une sorte d'hippopotame là, comment elle s'appelait elle devait tourner à 80. Donc une porte-parole là, qui savait pas mettre des masques. Donc quand on voit des gens comme ça, on se dit ouais, il y a pas d'espoir que ça va être bien géré. Ça va exploser en vol. C'est comme imaginer une immense caisse d'explosifs avec des allumettes et des singes qui jouent avec. Il y a un moment,
où ils vont réussir à l'allumer, l'allumette. Et on est dans un monde trop complexe pour être géré correctement. Et, euh, et en plus, comme il est interconnecté, un pays comme la France qui plante, ou un pays comme l'Angleterre qui plante, ou les États-Unis, on voit en ce moment les États-Unis qui sont au bord de la guerre civile. Nous enregistrons, aujourd'hui on est quoi, le 18 On est 20. Le 20 novembre, les États-Unis ils sont vraiment à la limite de l'explosion et de la guerre civile. Et donc, la question va se poser sur que se passe-t-il si un pays qui a déjà été affaibli par cette crise de cette année, si en plus part dans une crise de 6 mois où les gens vont s'affronter dans les rues et les camionneurs vont avoir peur d'aller dans les villes apporter de la nourriture parce qu'ils vont se faire agresser par des bandes ethniques ou des groupes politiques, très très vite, on a la première puissance économique du monde qui tombe. Et c'est quand même le centre de l'empire. Et moi, j'en parlais dans mes livres sur le fait que les États-Unis sont voués à, comme tous les empires, sont voués à s'effondrer. Et que cet empire qui a été depuis, qui a fait des choses bien, mais qui a aussi fait des choses extrêmement malfaisantes, tous les gens du Moyen-Orient le savent, eh bien, la chute d'un empire, elle a des réverbérations économiques, politiques et sociales sur tous les vassaux de l'empire, toutes les régions qui sont plus ou moins soumises, et qui vont devoir se poser la question, est-ce qu'elles trouvent un nouveau maître, ou est-ce qu'elles doivent se débrouiller, ou est-ce qu'elles-mêmes sont fracturées et cassées. On voit aujourd'hui que, sans se voiler la face, depuis même une dizaine d'années, moi je prévois des guerres civiles dans l'Europe de l'Ouest depuis une dizaine d'années. Et j'ai pas l'impression d'être un génie pour avoir trouvé ça. Il y a des gens qui en parlent depuis 40 ans. Et c'est évident que les tensions vont être exacerbées et que ces tensions vont amener un jour ou l'autre à des partitions, à des affrontements, et dont l'issue est totalement imprévisible, parce que la guerre de Yougoslavie, par exemple, nous a montré que même des peuples qui sont absolument similaires, par exemple ethniquement, génétiquement, tout ce qu'on veut, du fait de leurs différences culturelles et religieuses, ils se sont étripés pendant des années, et ils ont dû se séparer. Ils ont dû faire des nouvelles frontières. Les populations se sont déplacées avec des massacres, avec des moments horribles. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Et l'économie allant de plus en plus mal, les tensions augmentent. Est-ce que tu ne penses pas, je sais que tu te dis, enfin je sais pas, peut-être avant à évoluer, tu te dis athée, je crois. En partie, oui, oui. Ah, en partie, donc ça commence. C'est difficile de dire en partie, mais j'évolue tout le temps. Bientôt, on va te voir avec une barbe, non? Salafiste, etc., non? Ah Non, c'est non, pas ça. je vais pas évoluer vers ça. Alors non, ça, je pense. Donc, L'islam n'est pas une religion européenne. Elle est comme elle est. Moi, j'ai pu la critiquer dans le passé, mais ça ne sert. En fait, voilà, ça n'a pas de sens de critiquer les religions. Elles sont comme elles sont. Moi-même, je suis assez contre, personnellement, hein, je suis même assez contre les caricatures. Je pense que c'est irrespectueux et inutile. Après, je pense que l'islam n'a pas sa place en Europe, mais voilà, c'est pas moi qui décide. Donc, mais je pense qu'il vaut mieux être chacun chez soi, avec du respect mutuel et de l'estime mutuelle, et des échanges culturels et des visites de tourisme, plutôt que de nous forcer à vivre ensemble. Mais ça, c'est mon avis. Après, sur l'aspect spirituel, j'évolue. On va dire ça comme ça. d'accord. Est-ce que, justement, tu commences pas à te dire, par exemple, qu'une nation, un peuple, un monde qui abandonne Dieu, qui lâche Dieu, quelque part ne se suicide pas, tout simplement? J'ai un chapitre sur ce thème dans mon prochain livre, un gros, gros chapitre de plus de 30 pages à 4, donc je ne sais pas combien ça va faire dans le livre, peut-être le double. C'est que l'être humain, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas un être rationnel, c'est un être qui a de l'aspect rationnel, mais qui a aussi un aspect irrationnel. Et qui a un besoin très fondamental de lien et de se sentir faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Et qui a en plus besoin d'une explication au mystère de la vie, au mystère de la mort, au mystère de l'existence. Quand il regarde les étoiles dans le ciel la nuit, il se dit, putain, la vache, qu'est-ce que tout ça, quoi.
Et en plus, aujourd'hui, on sait que c'est des millions de milliards d'étoiles qui sont dans le ciel. Et donc, bon, on est forcément à un moment interloqué et on peut avoir des explications parfaitement rationnelles et scientifiques où on se dit qu'on a l'humilité d'accepter ce qu'on ne sait pas, de dire je ne sais pas, quand on ne sait pas qu'est-ce qui a créé l'univers, on ne sait pas. Et on peut dire je peux très bien dormir en me disant je ne sais pas. Mais ça demande des gens assez. En fait, c'est rare les gens qui sont capables d'accepter ça, d'accepter une explication et d'accepter le doute et d'accepter finalement l'impossibilité de savoir. Et des gens qui se disent on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, donc j'accepte que je ne sais pas. C'est très rare en fait. La plupart des gens, ils ont peur, ils ont l'angoisse. Et en fait, on n'a pas encore trouvé mieux que les religions, de fait, pour expliquer et donner un espoir et donner en fait un aspect paisible. Donc, dans un certain sens, j'irais dans le sens des personnes religieuses pour dire, en fait, la religion est en fait, même la plus violente qui soit, en réalité, elle apporte une forme de paix dans la société parce qu'elle limite l'angoisse et elle limite la peur de la mort, de la souffrance. Et puis, elle donne une explication parce que quand on a un enfant qui meurt, quand on a des drames qui nous arrivent malgré nous, sans qu'on n'y ait rien fait, eh bien, le fait d'avoir cette explication, certes un peu facile, en disant, voilà, c'est Dieu qui veut, puis c'est tout, et c'est pour ton bien, alors tu sais pas pourquoi, mais c'est quand même pour ton bien plus tard, c'est une épreuve. Bon, la plupart des gens, ils préfèrent en fait cette explication-là qu'autre chose. Et donc, c'est vrai qu'à partir d'un moment où une civilisation, elle évacue Dieu, elle évacue la religion, ou que les gens n'y croient plus parce que ils sont dans le confort, ils ne se posent plus ces questions fondamentales, eh bien, Nietzsche nous avait prévenu déjà il y a plus d'un siècle de cela, parce qu'en fait, quand il disait Dieu est mort, c'était pas il ne le disait pas comme un cri triomphant, il le disait comme un avertissement, il disait faites attention, vous allez tuer Dieu. Et ce qui va remplacer Dieu dans le cœur des hommes, ça va être le nihilisme, ça va être le néant, ça va être le vide dans le sens le plus terrible et le plus angoissant. Et donc, comme l'être humain, il peut pas vivre dans l'angoisse, il va trouver des nouvelles raisons pour créer du sens à sa vie. Et comme il a plus de raisons mystiques et transcendantes, il va aller sur du concret, c'est-à-dire je vais péter la gueule à mon voisin et on va trouver toutes sortes de raisons, de nouveaux monstres à pourchasser qui vont nous détruire. Et donc, on a eu la première, la deuxième guerre mondiale, on a eu et aujourd'hui, on voit que l'Occident est en train de mener le monde vers même des éléments qui sont contre la nature de l'être humain et qui sont, si l'Occident ne s'effondre pas, ce que je pense qu'il va faire, ce truc qui a été enfanté, ce monstre de libéralisme, je sais même pas si on peut le dire parce que sinon on va se faire straquer les chaînes et tout, mais de cet homosexualisme effréné, ce féminisme effréné, où on a tout inversé, c'est-à-dire, par exemple, là où avant l'avortement était acceptable lorsqu'il y avait un problème pour la mère ou lorsqu'il y avait un problème pour l'enfant, lorsqu'il était handicapé grave ou parce qu'il y avait un viol, c'est-à-dire en fait 0,1% des avortements qu'il y a aujourd'hui, parce que l'immense majorité des avortements, c'est de l'avortement de confort, c'est-à-dire non, j'ai pas envie d'avoir un enfant, voilà, je le tue. On appelle ça le droit des femmes, alors que c'est un assassinat, par exemple. Donc on change les valeurs. Ou par exemple, au lieu de dire, voilà, l'homosexualité, elle mérite pas un châtiment, mais et puis les gens, ils méritent d'être respectés dans leur intimité chez eux. Non, il faut absolument le mettre dans la rue, dans les écoles pour les enfants, leur expliquer que c'est normal. Ben non, c'est pas normal puisque ça concerne 1% de la population. Moi, j'ai rien contre les gens qui fassent ce qu'ils veulent, mais à partir du moment où ça devient quelque chose qui est un instrument d'oppression, là, il va falloir se battre contre parce qu'on peut pas accepter. C'est juste indécent au bout d'un moment. Et même sans aller jusque-là, la sexualisation à outrance de la société. Et donc, dans ce sens-là, le salafiste, il a raison. Dans ce sens-là, le chrétien intégriste, il a raison.
dans ce sens-là, L'orthodoxe. Non, l'orthodoxe, l'orthodoxe juif, je voulais dire. même juif ou chrétien orthodoxe, il a raison. C'est-à-dire, il dit non, c'est inacceptable parce que on le sait par expérience, parce que c'est pas la première fois que c'est arrivé, ce genre de folie. Généralement, ça finit dans un bain de sang, ça finit dans soit un retour des extrémismes. C'est déjà arrivé dans le monde chrétien, c'est déjà arrivé dans plein même c'est arrivé dans le monde musulman par certains. Parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire du monde musulman où il y a eu des moments de relâchement et après, ben, la vie, c'est la été quoi. Et donc, la décadence, elle finit toujours très, très mal. Quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions. Et donc, tous les signes sont là pour la fin d'un cycle. Et ce qui est marrant, c'est que les religions, pas toutes quasiment, elles nous parlent de fin de cycle, parce qu'elles ont toutes vécu ça, et que les grands sages qui ont écrit ces textes, moi je ne crois pas que ce sont des textes venant de Dieu, mais peu importe. En tout cas, les gens qui ont écrit ces textes, c'était des grands sages. Il n'y a pas que une volonté d'exploiter, d'entourlouper le peuple. Il y a aussi une grande sagesse qui a voulu être transmise par ces textes, de dire lorsque certaines règles fondamentales à l'être humain, elles sont brisées, eh bien, la société part en désastre. Et d'ailleurs, beaucoup disent, quand ça part en désastre, il vaut mieux pas être là. Il vaut mieux partir. Il faut sortir des villes, aller dans les campagnes, là où on va être le plus loin possible de l'implosion de ces sociétés. Donc aujourd'hui, on a une convergence, et c'est ce que j'expliquais dans mes livres, il y a une convergence entre surpopulation, fin des ressources, sur la dette, l'incapacité de la gestion des économies, le vide intellectuel, moral, tout ce qu'on veut, spirituel de la population en général. Et l'Occident aujourd'hui est le plus malade de ça. Alors que c'est la partie du monde où il y a le plus de gens créatifs, où il y a probablement le plus de gens intelligents, mais malgré tout, ça suffit pas. Le pourrissement, il est tellement grand que c'est inévitable, à mon avis, qu'il s'effondre. Et ça va coûter extrêmement cher au monde entier. Le monde entier a besoin de l'Occident. Toi, est-ce que tu crois au karma au niveau individuel? C'est-à-dire, le mal que tu as fait, tu vas te le reprendre dans la gueule à un moment ou à un autre, tout comme le bien que tu as fait, tu vas te le reprendre aussi. Est-ce que D'une tu y génération crois? à l'autre, dans la vie, dans une vie. Parce que moi, je ne crois pas à la réincarnation. Donc, dans ta vie, en général, quand tu fais des conneries, au bout d'un moment, ça te rattrape. Ça, c'est vrai. Eh bien, est-ce que aussi tu crois, toi, moi j'y crois, au karma, mais au niveau des peuples, non pas au niveau de l'individu seulement? C'est difficile parce que quand je regarde, par exemple, alors là, ma réponse est non, dans le sens où il y a beaucoup plus d'explications dans la génétique que dans des choses difficiles à. Je veux dire, on peut avoir une explication très génétique et très claire sur pourquoi certains peuples réussissent tout le temps et d'autres peuples échouent tout le temps. Et ça, c'est beaucoup plus probant, à mon avis, que je ne sais même pas comment on pourrait définir le karma. Et en tout cas, il y a des valeurs, à mon avis, qui sont bonnes dans la vie à avoir, qui sont les valeurs de respect, de fermeté, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des valeurs qui sont absolument fondamentales. La gentillesse, la bonté. Moi, par exemple, je dis toujours, il faut être. Par exemple, j'ai 4 enfants, donc je leur dis toujours, soyez, traitez les autres comme vous voudriez être traités la première fois que vous les rencontrez. La deuxième fois que vous les rencontrez, vous les traitez comme eux ils vous traitent. Donc, il y a cette nuance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être, il faut pas être simplement. J'envoie juste un message, pardon, Non, pas de problème. parce que on essaie de me joindre à mon ami.
Voilà. Et donc, on a besoin et ça, ce sera un des chapitres de mon prochain livre, on a besoin d'une éthique morale, on a besoin d'un cadre dans lequel on se fixe. Et justement, dans un monde où les religions, soit elles ont disparu, ou soit elles correspondent plus soit elles sont anciennes, il y a des religions qui ont 2000 ans, il y en a qui ont 1500 ans, il y en a qui ont 3000 ans, et elles correspondent plus forcément et c'est pour ça qu'il y a un problème. Elles correspondent plus au monde dans lequel on est aujourd'hui. Eh bien, il y a une partie de ces religions qui sont excellentes et qu'il ne faut pas jeter. Et là, vraiment, je pourrais dire, dans toutes les religions, il y aurait des excellents éléments à garder. Il y en a d'autres où le problème, c'est que c'est là où c'est difficile, c'est qu'on ne peut pas choisir à la carte. Alors, on peut le faire en termes d'individus, mais si tout le monde choisit à la carte une religion en disant, dans ce livre, je prends ce chapitre, cette sourate, et pas l'autre, mais après, chaque individu, il a une carte un petit peu différente. Et donc, on n'arrive plus à avoir cet élément commun. Alors, soit on se dit, on doit mûrir tout ça et on doit vraiment beaucoup réfléchir. Au minimum, ce qu'on peut faire, c'est avoir une éthique morale individuelle qui est inclus ou pas dans un cadre religieux plus grand ou un cadre athée, mais en tout cas, on a besoin d'un cadre éthique qui soit blindé, qui soit absolument solide, qui soit pas sur des slogans vides qui me dégoûtent. Par exemple, quand j'entends en France les gens face à un attentat terroriste disent « ils n'auront pas ma haine », moi j'ai envie de les taper. Enfin, je sais pas, moi c'est un peu le prédateur qui voit une gazelle qui court au lieu de se battre. Enfin, je veux dire, si elle court, c'est qu'elle ne mérite pas de vivre. Enfin, il faut taper encore plus fort. Enfin, c'est dur à dire, hein, mais en fait, quand une victime me dit l'agresseur n'aura pas ma haine, moi j'ai envie de dire à l'agresseur, t'as pas tapé assez fort là, parce que visiblement ils n'ont pas compris. Alors je ne fais pas d'apologie du terrorisme, bien entendu, surtout qu'il ne correspond pas en l'occurrence à ma culture, donc ça n'a rien à voir. Mais putain, quand un peuple qui est aussi mauviette, il mérite de se faire taper quelque part. Il y a un karma universel où le prédateur, il va manger la proie, hein, c'est sûr. Alors après, pas tout le monde est comme ça, heureusement. Mais en tout cas, c'est ça que les médias mettent en avant. Et en fait, on a cette fuite en avant vers la mollesse, vers la féminité, vers quelque chose qui est stérile et qui est lié à une pulsion de mort. Et notre éthique personnelle, elle doit être basée, au contraire, sur une pulsion de vie. Et donc, il est très intéressant d'ailleurs pour tous les gens qui sont religieux d'avoir une introspection de leur propre religion et de se dire, est-ce que ma religion, elle est liée sur une pulsion de vie ou est-ce qu'elle est liée sur une pulsion de mort? C'est pas facile d'avoir une réponse parce que moi, j'ai l'intime conviction que nous devons avoir une éthique basée sur une pulsion de vie, c'est-à-dire de création. Je me permets de te couper. Je vais te raconter une petite histoire qui est plutôt, on va dire, applicable sur les peuples. D'accord. Et je pense que c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu crois au karma au niveau des peuples, etc. Oui. Et il y a l'histoire d'un bébé loup, un jeune loup, qui va vers son père, qui lui dit, mais papa, regarde comme nous, on a tout ce qu'il faut. On a une belle maison, on a toutes ces richesses. Et regarde comme nos autres voisins, je sais pas moi, moutons, ce que tu veux, tu vois, chevaux, etc. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils mangent pas à leur faim, etc. Mais papa, comment tu fais pour payer tout ça? Et là, le loup lui répond, le jour où je ne reviendrai plus, sache que j'aurai payé tout ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des peuples dans le monde, et c'est une réalité, ils ont fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Tu penses aux Arabes? Ah non, je pense pas forcément aux Arabes. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Aux Indiens, je pense. Non, moi, je suis pas d'accord avec, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord parce que tout d'abord, la notion de bien et de mal, elle est très relative. C'est-à-dire qu'il y a des peuples, je vais te prendre au mot. Lorsque la conquête arabe de l'Inde a été faite, ça a été un massacre
indescriptibles. C'est des dizaines et des dizaines de millions de morts. Lorsque l'esclavage, la traite, on va dire, africaine, a été faite, ben, la majorité, c'est vers les pays d'Afrique du Nord et d'Arabie, où les esclaves étaient castrés, violés, enfin, c'était un massacre. Les Blancs, enfin, pas tous les Blancs, mais lorsque certains marchands de certaines communautés habitant en Europe ont mis en place la traite de l'esclavage vers les États-Unis, là aussi, c'était une horreur. Lorsque l'Afrique du Nord a eu pendant ouais, presque 1000 ans, mais surtout 500 ans, a pris des millions d'Européens des côtes espagnoles, de France, d'Italie, de Grèce en esclavage, les a ramenés sur les marchés de l'Afrique du Nord, ce qui s'appelait la côte des Barbaresques à l'époque pour nous, enfin pour les Européens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? À la fin, c'est une question. Le fort, le loup, il bouffe le mouton. Et le mouton, il a intérêt à devenir un loup lui aussi. Et des fois, les peuples, bah, il y a des moments où ils sont des loups et des moments où ils sont des moutons. Donc moi, je vois pas de truc. Alors si ensuite tu veux m'amener sur le terrain de, par exemple, la colonisation, là aussi, la colonisation, c'est un truc. La colonisation, elle est faite par les gens qui ont la force, qui sont capables d'aller coloniser les autres. Alors, il vaut mieux être colonisé par des gens qui t'amènent des hôpitaux, des chemins de fer. Alors bon, des fois, ils t'amènent aussi les missionnaires et avec tous les problèmes qu'il y a avec. Je nie pas. Moi, je suis contre cette idée. Je pense que la colonisation, il faut jamais plus la faire. Mais d'un autre côté, d'autres peuples qui se font coloniser, ils sont purement et simplement exterminés ou chassés du territoire pour faire place à d'autres. Donc, ça dépend par qui tu te fais coloniser. Des fois, ça peut être pire. Et je veux dire, qui colonise qui? Je veux dire, l'Afrique du Nord, un temps, elle n'était pas arabe. Elle n'était pas du tout arabe. Elle l'est toujours pas. Hein. Elle l'est toujours pas. Génétiquement, elle est très très peu arabe, c'est vrai. Mais à un moment, il y a eu une colonisation culturelle. D'abord, il y a eu une colonisation romaine culturelle. Ensuite, il y a eu sur les territoires carthaginois, sur les territoires berbères, sur les territoires, il y a eu alors c'était une colonisation assez soft parce que les Romains, ils imposaient pas de religion et puis ils imposaient pas forcément ils avaient une tutelle évidemment de protectorat. Et puis au fond, il y a eu des empereurs romains venant d'Afrique du Nord au bout d'un moment, même ethniquement berbères par exemple. Voilà, donc les colonisations, elles continuent sans arrêt. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, moi je pense que oui, est-ce qu'on peut parler d'une colonisation de l'Europe de la part de pays africains ou du Moyen-Orient ou d'Afrique ou d'Asie? En partie, oui, c'est une vraie colonisation. Il y a une mise en place. Alors aujourd'hui, les gens diront, ah oui, mais ils ont la nationalité et tout. Mais on s'en fout, la nationalité, c'est un bout de papier. Et puis le fait qu'ils aient été invités, ça change pas la réalité enfin, je veux dire, le B de Tunis, il a aussi invité les Français. Hein, mais je vais te donner un cas, par exemple. Ça, moi, je suis algérien, oui. Kabyle pour être exact. Je ne suis pas le bienvenu en Algérie. Pourquoi? Parce que, disons que le gouvernement algérien n'est pas fan de moi. Hein. Donc, je suis venu en France. Et les premières personnes qui se sont attaquées à moi, qui ont voulu tout simplement me faire la peau, d'une façon directe ou indirecte, c'est des gens qui sont en relation avec le gouvernement algérien, mais bizarrement, c'est des Européens qui soutiennent à mort le gouvernement algérien et qui ces mêmes gens-là ont fait que, juste pour l'instant, le Hirak, qui veut se débarrasser de ces gens-là qui ont été installés par la France, en particulier De Gaulle, avant de partir. Voilà, parce que De Gaulle, qu'on le veuille ou pas, c'était un très mauvais perdant. Parce que moi, ma famille, c'est une famille révolutionnaire qui a pris les armes contre la France, des deux côtés. Avec honneur à elle. Voilà. Tu vois, et malheureusement, quand on a vu l'indépendance nous être volée par des traîtres, hein, etc., que De Gaulle a fait émerger, a développé, etc. Qui ont en plus tué beaucoup d'Algériens dans l'histoire. En 90, c'est ça? Non, même avant, lors de l'indépendance, il y a eu beaucoup d'Algériens qui avaient ils avaient refusé ce système, ils ont été tués. Ils ont mal fini. Ouais. Il y a plein de gens qui ont refusé ce système, ils ont été aussi tués, bien sûr, qu'ils avaient compris le piège, etc. Ouais. Et
Et Les même, révolutions, c'est comme ça, hein. hein? Les révolutions, c'est souvent comme ça. Il faut se méfier Exact. des révolutionnaires, faire gaffe. C'est ça. Et après, maintenant que les gens sont assez, grâce à Internet, etc., ont tous compris, ils se sont tous révoltés, ben, nous-mêmes, hein, moi j'entendais parler, j'ai parlé à un député qui était à Alger au moment du Hirak, tu vois, il était à Alger. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit c'est la France qui est en train de jouer des pieds et des mains pour maintenir le système. D'accord. Alors, je voudrais te dire une chose. Je n'aime pas, je n'ai jamais aimé et je n'aime pas le gouvernement de la plupart des pays européens. Mais quand tu parles de karma des peuples, alors certes, c'est la responsabilité des Européens de dégager leur gouvernement pseudo-impériaux ou voire impériaux à la petite semaine. De la même manière que nous vivons, et je le dénonce dans mon livre, le premier livre déjà en 2000, en fait, dont la genèse, comme pour beaucoup de gens, il y a eu un grand réveil lors du 11 septembre 2001 et surtout lorsqu'il y a eu cette guerre immorale et horrible contre l'Irak et même l'Afghanistan, puisque ce sont des guerres impériales pour la consolidation du pouvoir et l'obtention de ressources. Et moi, je faisais partie, d'ailleurs, je me souviens très bien, c'était le 15 février, nos auditeurs pourront vérifier la date. Le 15 février, 2003, j'étais dans la rue pour protester contre la guerre. Alors, évidemment, ça n'a rien servi, mais je n'aime pas les empires et je n'aime pas les gouvernements qui utilisent leur force pour imposer, sous des prétextes de plus en plus hypocrites, en fait, leur domination et la conquête de ressources ou pour simplement piller utiliser la guerre pour l'avantage financier de petites minorités, quoi. Mais dans ce sens-là, oui, les peuples le payent parce qu'à la fin, le peuple américain aujourd'hui, il est au bord de la guerre civile, surtout parce que c'est un pays impérial qui est comme Rome à l'époque et allé trop loin. Et c'est surexposé, comme le décrivait très bien. Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui avaient décrit le processus. Je pense à Peter Kennedy, je crois, qui avait écrit la Rise and Fall of Great Nations, l'essor et la chute des grandes nations, un livre culte des années 80. Paul Kennedy s'appelait, voilà. Et d'autres comme Edvard Luttwak qui nous parlait de turbocapitalisme qui allait amener les États-Unis à son effondrement. Bon, moi je l'ai fait aussi modestement. Et donc on ne peut pas apprécier ça. Et on peut dire dans ce sens-là, alors là oui, tu as raison, l'effondrement des États-Unis va toucher le peuple américain, bien que le peuple américain, à la fin on a les dirigeants qu'on mérite, il aurait dû se lever et dire non à ces guerres impériales qui ont commencé avec la guerre de sécession. Donc c'est très ancien, c'est 150 ans de guerre impériale américaine, qui d'un côté ont fait beaucoup de mal au monde, puisque les États-Unis ont conquis, ont exploité de Cuba à l'Amérique latine, enfin voilà, à l'Asie, enfin, énormément d'exemples de l'histoire du XXe siècle qui sont remplis de cette mauvaise influence américaine. Mais d'un autre côté, ils ont été une barrière avec leur concurrent impérial soviétique. C'est marrant parce que les dirigeants de l'Empire soviétique et les dirigeants de l'Empire américain, en fait, sont cousins. C'est ça qui est marrant. Eh bien, enfin, les dirigeants dans l'ombre, hein, évidemment. Et enfin, de plus en plus maintenant. Et donc, l'Empire soviétique, il faisait pas du bien, parce que quand on regarde le bilan du système soviétique, enfin, socialiste, qu'il a été dans tous les pays où il a été, ça finit très très mal. Alors, au début, les gens sont enthousiastes parce qu'ils disent ah chouette, on va redistribuer les richesses, tout ça, tout ça. Certainement redistribuer la terre aux petits paysans. Ça peut avoir l'air d'être une bonne idée au début, mais à la fin, on se rend compte que c'est une catastrophe au niveau de la productivité. On a vu ça en Chine, on a vu ça en Russie, on a vu ça en Égypte, on a vu ça en Algérie, on a vu ça dans tous les pays qui ont essayé de faire du socialisme. Ça plante. Donc, malheureusement, le monde, ça a toujours été des rapports de force entre classes sociales, des rapports de force entre, par exemple, la France, c'est un pays de caste, c'est un pays de caste sociale très dur. Parfois, on se moque de l'Inde, mais la France, qu'est-ce que c'est? C'est un pays beaucoup moins égalitaire que l'Allemagne, beaucoup moins égalitaire que l'Italie, beaucoup moins égalitaire que l'Angleterre. C'est un pays très, très difficile, la France. On ne peut pas s'élever. Tu sais ce que c'est que la France? C'est un pays où tu n'as pas le droit d'être pauvre,
et tu n'as pas le droit d'être riche. Oui, tu peux être riche, mais il faut être domicilié pas en France. Ouais. Tu peux être riche en Belgique, mais tu peux pas être en France. Non, mais donc peut-être que tu as raison sur cette histoire de karma, mais en tout cas, je voudrais pas utiliser ce terme pour que les gens, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de gens, et parfois je tombe, hein, comme tout le monde, je suis un humain avec mes travers. On a parfois, euh, on se laisse manipuler par des gens, encore une fois, c'est des démagogues qui vont dire euh, nous avons le droit de piller ce pays parce que ce pays nous a pillés il y a 400 ans. Ou on voit aux États-Unis, nous devons recevoir des réparations aujourd'hui parce que nous sommes des gros fainéants et nous ne faisons rien. Parce que il y a 200 ans, mon arrière-arrière-arrière-grand-père était un esclave. Mais va te faire foutre. Je veux dire, Entièrement celui d'accord. qui fait ça, je lui fracasse la gueule. Tu sais, Et si je me souvent, c'est permets, les peuples qui poussent ça, c'est pas les peuples. Les peuples, mon grand-père, il était paysan, et le grand-père de mon voisin qui est algérien là, enfin, il est aussi kabyle, il était paysan aussi. Donc, au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait se tirer la gueule? moi, je vais te poser une autre question. Après, tu vas voir où je veux en venir. Est-ce que tu as entendu parler du concept? Bon, ça, c'est beaucoup. J'ai un quart d'heure, hein. Je te dis juste, j'ai un quart d'heure. Après, il faut que j'aille coucher les enfants. D'accord. C'est beaucoup des rabbins qui ont lancé ce concept, Ah, d'accord? Et aussi, bien joué. et aussi l'islam, hein. Donc, on en parle aussi dans l'islam. Un peu moins dans le christianisme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est présent aussi, hein, puisque le christianisme, c'est le judaïsme, tu vois, avec, voilà. Ça se Presque. dit. Mais vas-y, allons, On va allons. dire que c'est les bases. C'est bases, c'est le judaïsme. Et est-ce que tu as entendu parler du concept de peuple adamique et peuple non adamique? J'en ai entendu parler, mais je pourrais pas en discuter. Je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Du tout. D'accord. Parce que moi, où est-ce que je voulais en venir, c'est que justement, euh, là où comment j'ai fait pour arriver jusqu'à, on va dire, à m'intéresser à ce concept-là. Une fois, j'entends dans un film quelqu'un qui fait référence à la Bible, Mhm. où apparemment on dit, Dieu dit, voici que vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Moi, au départ, je me disais, le croyant que je suis, j'ai toujours été croyant, mais je me considère comme étant un croyant monothéiste. Moi, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, les trois religions monothéistes abrahamiques vont devenir qu'une avec le temps. J'en suis convaincu. Donc, Ça va être et là, compliqué, hein. Ça va hein, être compliqué. Ça va être compliqué lorsqu'il y a des livres qui décrivent la parole de Dieu absolue et définitive. Donc ça, c'est compliqué. mais c'est là justement où je veux en venir. Ok. Euh, Après, donc, au départ, je me suis dit, machinalement, donc là, Dieu nous dit, voilà, les êtres humains, ils sont là, et ils sont entourés de ce qu'on peut appeler les démons ou le diable, qui est là pour manipuler les êtres humains dans le but de les pousser à faire du mal, etc. Et j'ai poussé mes recherches jusqu'à tomber sur donc, ces fameux rabbins, etc., qui ont de l'influence sur moi, je l'admets, et d'autres aussi religieux musulmans et tout, surtout chiites et soufis. Mhm. Et là, je suis tombé sur le concept de peuple non adamique. C'est-à-dire quoi? C'est que c'est des gens qui ont l'apparence humaine, d'accord? Mais qui ne sont pas aussi humains que ça. Tu vois ce que je Ah, veux dire? Et qui ont pour rôle, après, il y a même un rabbin qui a pris comme exemple, hein. attention, parce que c'est interdit de parler des Africains comme ça, hein. Non, non, tu veux- Je me moque, je taquine. On salue mes amis africains. On sait très bien que c'est humain, pas de problème. elle est bonne quand même. Et donc, je disais, donc, c'est pour ça, donc, on nous parle de gens à l'apparence humaine, mais qui ne sont pas vraiment liés à Dieu. D'accord? Tu parles Donc, de Georges Soros. peut-être, peut-être. Ah, peut-être. Et Ouais, lui, certainement, j'ai envie de dire. Certainement. Et après, donc, ces gens-là, ils ont pour mission, justement, de pousser les peuples adamiques, ceux qui sont liés à Dieu, à tomber dans le piège du péché. Donc, ils nous créent une sorte de gros cinéma mondial, tu vois. On nous crée de fausses guerres pour voir des peuples adamiques s'entretuer, faire du mal, tu vois ce que je veux dire? Pousser, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont là. Le meilleur exemple, ça, c'est un rabbin qui l'a donné. Là, il dit des êtres unis. Non, je vais le mettre, mais je suis pas d'accord.
Et donc, par exemple, le cas, par exemple, du peuple juif Mhm. avec Moïse, lorsqu'il Bah, a. là, c'est très, très dangereux. Les juifs ne sont pas humains, c'est très dangereux. Mais là, je ne fais que reprendre un ravin, hein, donc il n'y a pas de souci normalement. C'est un rabbin qui Enfin, enfin, lui, il peut avoir des problèmes, donc je ne sais pas. Donc, il y a eu ce phénomène où Moïse a disparu pendant, je crois, 40 jours ou quelque chose comme ça, ou quelques mois, je ne sais plus, franchement. Et c'est là que des gens, d'accord, ont commencé à dire, à pousser ce qu'on appelle le peuple juif à ce moment-là, à adorer le veau d'or. Oui, oui, oui. C'est ce que je veux dire. Et lui, sa théorie, c'est que ces gens-là, c'était des sortes d'infiltrés, des non-adamiques, qui sont D'accord. là pour pousser. Tu vois. Écoute, pour faire court, je dirais que je maîtrise pas le sujet parce que voilà, je peux pas tout savoir. Non, je maîtrise pas ce sujet et je pense que ce serait une discussion plus intéressante pour toi à avoir avec quelqu'un comme Pierre Hilla. En revanche, il y a une symbolique très antique et très présente qui est une métaphore pour ce que nous sommes tous, c'est-à-dire que nous avons tous une part de bon et une part de méchant, une part de bonté, une part de méchanceté en nous. C'est évident. On a tous des pulsions de violence, de puissance, qui sont utiles, mais qui parfois peuvent prendre le dessus et qui nous font faire par égoïsme, voilà, qui nous font faire des choses mauvaises. Alors, quand on est pauvre et pas très puissant, ça finit assez vite très mal parce que si on commence à faire des conneries, on va se faire arrêter très vite. Mais quand on est très, très, très puissant et qu'on laisse aller ces pulsions négatives, alors après, est-ce que ces pulsions, elles sont influencées? Les croyants vont nous dire il y a des puissances surnaturelles. Par définition, Dieu est surnaturel. Donc, il peut y avoir, si Dieu existe, il y a aussi peut-être d'autres choses qui existent. On ne sait pas. Dieu n'est peut-être pas l'unique. D'ailleurs, dans la plupart des religions, on nous parle d'anges, on nous parle de démons, de djinns. Bon, alors, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses surnaturelles. Il n'y a pas que Dieu. Donc, ces entités, ces choses, certains parlent d'autres dimensions, etc. Est-ce qu'elles influencent? Alors, elles ont plutôt intérêt à influencer des gens puissants qui peut-être parfois doivent. Il y a ce mythe, enfin cette fable de Faust qui a été reprise dans la culture européenne, par exemple, où on vend son âme au diable pour pouvoir obtenir des avantages, puisque le Satan est le prince de ce monde, il peut nous donner des avantages dans ce monde, la gloire, la puissance, etc. Alors de là à aller sur certains chanteurs, certains trucs qui, moi j'en sais rien dans la réalité, en tout cas d'un point de vue symbolique et d'un point de vue même parfois, il y a des gens qui s'auto-convainquent, c'est-à-dire à partir du type, il est convaincu qu'il est protégé par une puissance supérieure qui lui amènera du succès. S'il est absolument convaincu de ça, ben peut-être qu'il travaillera 2 fois plus et que finalement, il va en imposer lorsqu'il va rencontrer des gens et ça va lui ouvrir des portes et peut-être qu'il va vraiment réussir. L'autosuggestion, elle n'est pas que positive, elle peut être aussi finalement motivée par un aspect un peu négatif. Donc, je botterai en touche sur ce point parce que c'est très très loin de ce que j'étudie. Mais c'est vrai que quand j'ai étudié les religions, je suis je suis ouvert à réfléchir à ce genre d'hypothèse. Donc voilà. Mais c'est loin de tout ça. Bon, je crois qu'il faut que je te laisse. Il faut que j'aille coucher. On te met la pression là. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et, Franchement, c'était génial. J'ai adoré. et à une prochaine alors. Avec grand plaisir. Je ne peux pas refuser à quelqu'un qui s'appelle Massinissa. Moi qui adore l'histoire. Le grand roi Amazir, c'est ça. Ouais. Ouais, j'espère justement, pour finir, j'espère que je fais partie de ceux qui souhaitent, qui veulent à tout prix la renaissance de la grande Numidie. Et voilà, j'espère que ça se fera un jour. Voilà, parce que écoute, je ferai comme mes ancêtres, je viendrai commander ma cavalerie chez toi. Ma cavalerie mercenaire pour aller reconquérir le monde. On ira chercher des cavaliers numides. Ok. Allez, sur ce. C'était les meilleurs du monde ancien. Hein. C'était les meilleurs cavaliers de toute la Méditerranée. Ouais, je sais, ouais. Sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt tout le monde. Pierrot.